La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Le Salon du véhicule électrique de Montréal remporte un grand succès. La Model Y sera probablement fabriquée en Californie. Tesla a une stratégie un peu controversée pour se qualifier la subvention fédérale de 5 000 $. Une borne sur une maison ferait augmenter le prix de revente de cette dernière. Nos dernières statistiques démontrent qu'il y a plus de 41 500 véhicules électriques sur les routes. Les activités de promotion en Montérégie, plusieurs choses à venir avec Ghislain Poisson. La GA de l'AVEC, on vous présente les nouveaux administrateurs. La nouvelle chronique, les véhicules électriques au féminin. Les événements à venir. Tout ça et bien plus encore dans le 56e épisode du balado Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur webmestre, porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Alors j'espère que vous avez eu un beau 2 semaines, que vous êtes reposés, que vous avez apprécié les temps un peu plus, voire même pas mal plus doux qu'on a depuis un certain temps. En haut de 20 degrés ici dans la région de Montréal, c'est extraordinaire. Et au moment d'enregistrer ce podcast, eh bien, on sort tout juste de 2 événements majeurs, disons-le. Donc, l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec. Je vous reviens avec de l'information dans quelques instants. Mais également le Salon du véhicule électrique de Montréal, la dernière édition qui a été un très grand succès. Beaucoup de monde. Moi, j'étais là sur place pour le salon et dès l'ouverture le vendredi, même un vendredi après-midi, normalement, il y a moins de monde. C'était déjà plein. Ça s'est rempli très, très vite. Au kiosque de l'association, bien, on faisait la coordination là, des essais routiers et ça ne dérougissait pas. Éric Racine, notre responsable des directions régionales et des événements, m'a demandé là, rapidement d'appeler du renfort au niveau des bénévoles pour le samedi. On anticipait déjà là, qu'il y ait beaucoup d'affluence sur le site. Donc, c'est un très beau succès. Encore une fois, cette édition-là, félicitations aux organisateurs. Il y avait beaucoup d'exposants. Les principaux véhicules électriques étaient là. Les Tesla également étaient là. Des véhicules plus expérimentaux, des motos, des scooters électriques, des vélos électriques. Il y en avait pour tous les goûts. Donc, les gens ont pu, je pense, avoir l'heure juste là, sur ce qui se passe au niveau de l'électromobilité. Et je pense que la subvention fédérale là, fait en sorte qu'il y a un engouement très, très grand de la part des gens à avoir plus d'informations. Là. Donc, on se sent prêt. On a un peu plus de liquidité avec ces subventions-là. Donc, on veut faire le bon choix avant de faire le saut. Donc, je vous incite à le faire. Je ne veux pas mettre aucune pression ni pousser personne à faire des achats impulsifs, mais la subvention fédérale, évidemment, est rattachée là, au bon vouloir du gouvernement en place. Je vous rappelle qu'il y a des élections fédérales au mois d'octobre et que la pérennité du gouvernement actuel est rien de certain pour le moment où on se parle. Donc, est-ce qu'un nouveau gouvernement conservateur ou autre maintiendrait la subvention de 5 000 $ mise en place par les libéraux actuellement? On ne le sait pas. Donc, je pense que l'été, c'est le bon moment. Si vous avez l'intention de faire le saut, allez-y maintenant pour bénéficier, là, être certain de pouvoir bénéficier de la subvention provinciale ainsi que de la fédérale. On a un programme assez chargé aujourd'hui, encore une fois. On va évidemment donner beaucoup de place à l'Assemblée générale annuelle de l'AVEC. On a également une autre entrevue avec Ghislain Poisson, qui est directeur régional pour la Montérégie, qui veut nous parler des événements dans sa belle région. Donc, c'est ces deux éléments-là là, qui vont meubler notre... au lieu d'avoir une grande entrevue, on va avoir 2 moyennes entrevues aujourd'hui, finalement, 2 thèmes. Et on a une nouvelle chronique aussi, je devrais dire une nouvelle chroniqueuse sur notre podcast. Je vais vous laisser découvrir ça tranquillement, pas vite. Mais avant d'aller plus loin, tout de suite après la pause, on va avoir les actualités dans le monde de l'électromobilité.
vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info@aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site web et nos autres médiums. Lors du dépôt des états financiers trimestriels mercredi dernier, le PDG de Tesla, Elon Musk, a révélé qu'il envisageait maintenant de construire la modèle Y à l'endroit qu'il avait précédemment exclu, c'est-à-dire l'usine de Fremont en Californie. C'est cette usine, je vous rappelle, qui assemble tous les autres véhicules de Tesla, y compris la modèle 3, qui partage de nombreux composantes avec la future modèle Y. Nous essayons actuellement de décider si la production de la modèle Y devrait s'y faire, c'est-à-dire en Californie ou au Nevada, et nous prévoyons prendre une décision finale à ce sujet très bientôt, a déclaré Elon Musk. Mais entre-temps, nous avons quand même commandé tout l'outillage et l'équipement requis pour y construire et nous prévoyons donc pas que cela retarde de quelque manière que ce soit la production de la modèle Y. Donc, l'ambiguïté d'endroit de fabrication ne devrait pas retarder la modèle Y. Tesla avait déjà annoncé dans son énoncé financier au 4e trimestre de 2018 que la production des modèles Y y serait très probablement confiée à son usine de la Gigafactory. Et Elon Musk aussi avait déclaré que l'usine de Fremont était pleine à craquer et qu'il n'y avait donc pas de possibilité d'y construire d'autres véhicules. On vous avait annoncé dernièrement que certains modèles de voitures étaient exclus de la possibilité de la subvention de 5 000 $ du fédéral en raison de leur prix de détail suggéré par le fabricant trop élevé pour le modèle de base. C'était le cas de la Tesla Model 3. Eh bien, attention, Tesla n'avait pas dit son dernier mot. En lançant une Model 3 moins chère, avec une autonomie de seulement 150 km au Canada, seulement, afin de se qualifier pour l'incitatif fédéral de 5 000 $. Le gouvernement fédéral avait lancé cet incitatif-là et avait dit que le montant de base devait être inférieur à 45 000 $ et les options sur le modèle ne devaient pas dépasser 10 000 $ pour un total de 55 000 $. Le gouvernement explique l'incitatif en disant que pour être éligible à cet incitatif, un véhicule doit avoir un prix de détail suggéré par le constructeur du modèle sur le modèle de base inférieur à 45 000 $ pour le véhicule de tourisme à 6 places ou moins et inférieur à 55 000 $ canadiens pour les véhicules à 7 places ou plus. Et pour les véhicules éligibles comptant 6 sièges ou moins, la version plus élevée sont admissibles à condition que le prix détaillé par le suggérant, au final, soit de 55 000 $ ou moins. Donc, ces conditions ne permettaient pas à la Tesla d'être éligible. Donc, Tesla abaisse le prix du véhicule à 44 999 $, donc à 1 $ de la limite. Mais le logiciel verrouille le véhicule à une autonomie de seulement 150 km. On est bien conscient que personne ne va être intéressé par ce véhicule-là avec une autonomie comme celle-là. L'idée, c'est de rendre la gamme éligible et là, les gens pourront acheter le modèle avec des options, les options étant ayant plus d'autonomie. Donc, le modèle de base suggéré pour se rendre éligible est une Model 3 avec une portée de 150 km, dis-je, avec un PDSF de 44 999 $. Vous ne pouvez pas le commander en ligne, il faut aller en magasin. On se doute bien, personne ne va y aller. Et il y a une version donc qu'on va appeler la gamme standard plus, qui là aura une autonomie plus normale, donc une autonomie du modèle donc à courte portée de 386 km. Et là, avec cette fois-là, un PDSF de 53 700 $, donc à l'intérieur du 55 000 $. Et celui-là, on peut le commander en ligne. On peut donc dire, sans trop se tromper, que Tesla a joué un peu avec le sens et l'esprit de cette subvention en créant un modèle fictif, parce que personne ne va acheter une Tesla à 150 km d'autonomie, pour être capable de rendre la gamme éligible et vendre un modèle un peu plus cher. C'est astucieux ou encore c'est malhonnête, c'est à vous de vous faire une idée. La proximité des stations de recharge pour véhicules électriques est en train de devenir un des critères importants lorsqu'il s'agit de faire monter le prix de vente d'une maison.
Selon une nouvelle analyse réalisée par Realtor.com, les inscriptions sur le marché des logements équipés de bornes électriques se vendent à un prix supérieur. Les 20 marchés du logement les plus importants se retrouvent dans 9 États, incluant la majorité des codes postaux en Californie. Le code postal 92618 à Irvine, en Californie, compte le plus grand nombre de stations de recharge, soit 77, tandis que les 20 principaux codes postaux comptent en moyenne environ 30 stations de chargement. Le prix de vente combiné des zones les plus adaptées aux véhicules électriques s'élève à 782 000 $, soit 1,5 fois de plus que les zones environnantes et 2,6 fois le prix du reste du pays. En point de presse lors du Salon du véhicule électrique de Montréal, le ministre fédéral des Transports, l'honorable Marc Garneau, a confirmé que le budget pour l'incitatif de 5 000, dont on parlait précédemment, qui est issu d'un budget total de 300 millions de dollars sur 3 ans. Il a déclaré que cette enveloppe budgétaire serait renflouée si elle se vide plus rapidement que prévu. Parce que rappelons qu'à 5 000 $ de subventions par véhicule, 300 millions de budget pour l'ensemble du Canada, à la vitesse à laquelle l'engouement est croissant pour les véhicules électriques, ça pourrait se vider très, très vite. Alors, contrairement à ce qui a été présenté lors du budget fédéral par le ministre Morneau au mois de mars dernier, le budget réservé de 300 millions sur 3 ans pour les incitatifs sur les véhicules électriques fut revisé suite à l'analyse plus poussée de la demande des véhicules électriques au Canada. Initialement, le programme d'incitatif fut mis en fonction selon le principe du premier arrivé, premier servi, sans égard de la demande au-delà de l'enveloppe budgétaire de 100 millions de l'année budgétaire courante. Il fut estimé par des spécialistes qu'à elle seule, la province du Québec pourrait s'accaparer du budget en quelques mois uniquement, ne laissant rien aux autres provinces. Il était donc important de s'assurer qu'une autre enveloppe budgétaire puisse être ajoutée et que les consommateurs pourraient ainsi décider de repousser leur achat de véhicules électriques à l'année suivante. La question fut posée à M. Garneau par le président de l'AVEQ, M. Simon-Pierre Rioux. La nouvelle mouture des statistiques de l'Association des véhicules électriques du Québec est sortie dernièrement, nous annonçant que 41 509 véhicules électriques circulent sur les routes du Québec en date du 31 mars 2019. D'entrée de jeu, on doit annoncer que ces chiffres-là sont très conservateurs car nous avons détecté des erreurs dans la base de données de la Société d'assurance automobile du Québec qui fait en sorte que certains modèles de Nissan Leaf ou de la Model 3 sont sous-estimés dans les statistiques qui nous ont été données par la SAC. Donc, c'est probablement plus que le 41 509. Quoi qu'il en soit, on apprend que les voitures les plus populaires sont toujours la Chevrolet Volt à 26 %, la Nissan Leaf à 14 % et la Prius Prime à 7 %. La répartition des véhicules hybrides rechargeables versus les véhicules tout électriques commence à monter en faveur du véhicule électrique qui est maintenant 48 % contre 52 % pour les hybrides rechargeables. Que les véhicules sont à 26 % en Montérégie, donc plus du quart, et que le nombre de bornes de recharge est aussi en hausse à 3 927 bornes de recharge niveau 2, 247 bornes de recharge rapide et 157 superchargeurs Tesla. Beaucoup d'informations. On remarque entre autres une remontée de la Tesla Model 3. On le savait, qui a maintenant surpassé les ventes de la Tesla Model S avec 1851 unités vendues et on sait que c'est sous-estimé, comme je vous ai dit. La Chevrolet Bolt descend un petit peu. La Prius Prime augmente dans les ventes. La Hyundai Ioniq électrique augmente également dans les ventes et c'est très bien comme ça. On remarque là qu'il y a un peu plus de disponibilité, donc un peu plus de ventes. Donc, beaucoup d'informations. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent aller consulter nos statistiques sur le site web de l'AVEQ. Alors, je suis présentement en compagnie de Ghislain Poisson, directeur régional de l'AVEQ pour la belle région de la Montérégie. Je dis belle région parce que je viens de là. Ça va bien, Ghislain? Oui, ça va bien, Martin. Oui, good. Hey, écoute, il commence à faire beau. Les activités de promotion des voitures électriques recommencent. Et puis, encore une fois, cette année, il y a de l'action à prévoir dans la région de la Montérégie. Parle-nous donc un peu du plan de match cette année. Oui, tout à fait. Merci, Martin, de me donner quelques minutes. Au fond, cette année, au mois de mai, bientôt, le 19 mai, on va avoir encore une participation à l'exposition de voitures anciennes de Saint-Lambert. Oui.
Ça fait plusieurs années qu'on participe à cette activité-là, puis c'est très couru dans les rues de Saint-Lambert et beaucoup de gens viennent nous voir, viennent discuter, viennent apprendre sur les voitures électriques et on occupe tout un tronçon de la rue Green. C'est un bon nom pour notre présence. Puis au fond, on a beaucoup de plaisir toute la journée à discuter avec les gens qui viennent. Il y a quelques essais qui se font aussi. Il y a tellement de monde que c'est difficile au niveau de la circulation, mais quand on a une belle température, là, c'est très plaisant. C'est le fun pour les gens qui veulent venir en famille avec les enfants. Autant on voit plein de voitures électriques qu'on voit plein de vieilles voitures aussi. Donc, c'est visiter une exposition en même temps qu'un événement de véhicule électrique. Il y a de la musique d'ambiance et c'est très, très intéressant pour toute la famille. Good. Ça, c'est le 19 mai, donc. Le 19 mai, en cas de pluie, c'est remis au 20 mai, qui est un lundi férié. Fait que ça, faut voir la température, ça peut être remis au lendemain. Excellent. Ensuite, le 1er juin, il y a l'activité Rouler vers Sorel-Tracy, qui est organisée par un organisme de l'endroit, mais qu'on participe en étant présent et en démontrant nos véhicules dans le centre d'achat toute la journée, pendant que l'organisation locale s'occupe des essais routiers à l'extérieur. Fait que ça, à chaque fois, là, c'est de plus en plus achalandé, si on veut, et on est présent, on donne des entrevues également pour amener notre point de vue au niveau de l'AVEC également, puis encourager les gens à adopter l'électromobilité. Excellent. Donc ça, c'est le 1er juin aux galeries. Comment ça s'appelle, les galeries? C'est ça, Galerie Sorel-Tracy? Oui, c'est ça. Moi non plus, je me souviens pas du nom, là, mais c'est le 1er juin. Le gros centre d'achat à Sorel-Tracy. Excellent. Exactement. Et on est de retour aussi le 15 juin avec la ville de Granby pour une journée d'essais routiers avec des conférences. Ben oui, je me demande qui va les donner. Ben oui, c'est un certain Martin Archambault. Ouais, ça me dit quoi? Et on a un très bon partenariat avec la ville de Granby qui fait une publicité locale et puis qui s'implique même lors de l'activité pour vraiment faciliter toute la logistique. Puis on a un très beau site près du lac Boivin également. Oui. Et puis on est dans un grand stationnement, il y a une borne de recharge rapide. Donc les bénévoles qui vont venir, là, c'est facile de s'y rendre, de s'y recharger. Puis le site est vraiment très beau sur le bord du lac, comme tu as dit. Fait qu'encore là, c'est un événement auquel on peut participer en famille, très intéressant. Exactement. Ça va être la 3e fois qu'on fait l'activité avec la ville de Granby. Par la suite, on va prendre une petite pause au mois de juillet pour revenir au 24 août. À la ville de Longueuil. On va revenir avec une journée d'essais routiers au marché public de Longueuil en partenariat avec Pierre Nantel, député, et aussi le syndicat Unifor. On regroupe des partenaires de la ville de Longueuil pour une activité à grand rayonnement. Ça avait très bien fonctionné l'an passé avec l'activité avec Pierre Nantel. Ouais. On avait d'ailleurs fait une entrevue au podcast avec Pierre Nantel lors de cet événement-là. Là, les auditeurs qui veulent reculer dans le temps, là, allez voir les podcasts qui ont sorti fin de l'été passé. Vous allez entendre ça. Là, M. Nantel qui est très pro-électromobilité. Oui, tout à fait. Et là, on est en discussion également. L'an passé, on avait participé aux bières et saveurs de Chambly en offrant des navettes électriques pour le transport entre les stationnements incitatifs et le site du festival, parce que la ville de Chambly se remplit littéralement là, de participants. Puis quand il fait beau, les gens, pour se rendre sur le site, là, ça prend des stationnements incitatifs et au fond des navettes par autobus ou par auto électrique. Et il se peut qu'on retourne cette année. Ça reste à confirmer, mais l'an passé, ça avait quand même eu un bon rayonnement, même si on avait offert les navettes sur 3 journées. Il y a 2 journées qui avaient eu de la pluie intermittente, alors l'assistante était un petit peu à la baisse, mais on avait quand même, au fond, transporté environ 1400 personnes. C'est quand même impressionnant. En voiture, là, pas en autobus. Non, uniquement en voiture électrique. Des gens qui arrivaient puis qui se faisaient offrir un transport en voiture électrique étaient généralement enchantés d'avoir un transport là, si confortable puis en apprendre également. Nos bénévoles aussi étaient très contents d'avoir une audience captive, finalement, pour parler de voiture électrique. Super. Et finalement, c'est ça, on a le 14 septembre, qui a une activité à Vaudreuil qui se prépare. Ça reste... les derniers détails sont à confirmer, mais ça va être un samedi pour faire des essais routiers avec un kiosque, encore une fois, avec Martin Laliberté, qui est notre délégué régional de ce coin-là.
Fait que ça, c'est une autre belle activité qui s'en vient. Et finalement, je ne pourrais pas passer sous silence le Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Oui, beau salon. Qui est organisé par la grande équipe de l'AVEC, mais dont l'équipe de Montérégie s'implique fortement également pour en faire un succès comme à chaque année. Oui, parce que c'est un événement où l'ensemble des essais routiers est pris en charge par les bénévoles de l'AVEC et c'est en quantité phénoménale que les essais routiers se font faire. 25, 26 et 27 octobre. C'est à mettre sur votre agenda également. Excellent. Ghislain, merci beaucoup pour ta participation. Bienvenue, Martin. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Alors, le 4 mai dernier, en plein Salon du véhicule électrique de Montréal, avait lieu l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec. Donc, c'est un moment de l'année où l'association, devant tous ses membres, amis et hors, en profite pour faire le bilan de ce qui a été réalisé dans la dernière année, faire également une présentation là, de l'ensemble des activités, les budgets, etc., le plan de match pour l'année à venir. On en profite également pour procéder à l'élection des administrateurs. Donc, il y a toujours la moitié des administrateurs à chaque année qui sont en élection et des postes sont à combler. Alors, cette année, ça ne faisait pas exception et il y a eu élection. Il y avait plusieurs personnes qui se sont présentées. En fait, 6 candidats qui se sont présentés pour 3 postes. Il y avait donc 3 postes qui étaient en élection. Et évidemment, ces 3 postes-là ont trouvé preneur. Donc, je veux d'entrée de jeu donc vous présenter le discours de présentation qu'ont fait ces 3 candidats juste avant les élections. Donc, les 3 candidats qui ont été élus. Donc, sans ordre, là, je vais commencer par vous faire écouter le discours de présentation de la première candidate qui a été élue, Leïla Chekir. Bonjour. Moi, je suis la directrice régionale adjointe de Laval. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les communications, les partenariats. François voulait élaborer un peu le projet qu'on a développé à Laval. Quand j'ai abordé le CRE, il ne savait même pas c'était quoi l'AVEC. Les CRE commencent à faire un partenariat un peu plus... serré et proche avec l'AVEC, mais il y a un an, ils ne nous connaissaient même pas. Puis j'ai convaincu la personne du CRE de travailler avec nous. On a fait un partenariat avec Maillon Vert, qui est une entreprise en développement durable. Puis notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser autant les entreprises que les citoyens à faire la transition vers l'électromobilité. Moi, ce que j'aimerais faire pour vous, c'est vraiment, j'aimerais fidéliser les membres de l'AVEC, aller chercher des nouveaux commanditaires, aller trouver des nouvelles sources de financement aussi pour l'AVEC. Comme par exemple, il y a la Caisse d'économie solidaire des Jardins qui va faire un projet pour favoriser la transition énergétique. J'aimerais ça faire des développements à ce niveau-là. Pour l'AVEC, j'aimerais ça, je peux animer les réunions. Audrey fait un excellent job pour les procès-verbaux, mais je pourrais aussi aider à ce niveau-là. Dans mon travail, je fais déjà la défense des membres d'une association. Je donne des conférences, je suis déjà habilitée à faire ce travail-là. Puis j'aimerais le faire pour les membres de l'AVEC de façon plus large. Je pense aussi qu'on a un moment de croisement pour l'AVEC avec l'Équiterre. On a un super beau partenariat qu'il faut maintenir. C'est vraiment un moment crucial pour l'AVEC, pour son développement. Puis moi, j'aimerais vraiment
Aider à démocratiser le véhicule électrique, je pense que c'est quelque chose auquel je peux contribuer. Donc voilà, au plaisir de travailler avec vous. Maintenant, écoutons le deuxième candidat à se faire élire, M. David Corbeil. Donc, bonjour à tous. Mon nom est David Corbeil. Je me représente pour un second mandat sur le conseil d'administration de l'AVEC. Au cours des 2 dernières années, j'ai eu le privilège de travailler avec de magnifiques personnes et ça me donne le goût de continuer. Je me suis impliqué, comme je le disais, au niveau de la trésorerie, mais aussi au niveau de s'assurer que l'organisation bénéficie d'une saine gestion, que les membres sont bien représentés et qu'il y a une belle confiance entre les membres et le conseil d'administration. Je représente aussi l'AVEC au sein d'Électromobilité Canada, donc qui est un organisme fédéral qui représente l'ensemble de la chaîne de valeur en électromobilité. J'aimerais continuer ce mandat-là pour encore une autre année afin de faire valoir, disons, les bons coups, qu'est-ce qu'on peut transmettre du Québec au restant du pays, parce que un des mandats de l'AVEC, c'est bien sûr d'accélérer l'électromobilité, mais par conséquent, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Puis je pense qu'au Québec, si on se compare au Canada, on est nettement en avance. Puis par notre rôle au sein d'Électromobilité Canada, on peut influencer des provinces comme l'Alberta, par exemple, à adopter des politiques qui sont plus vertes et plus éco-responsables. Mon background professionnel, je viens du monde des affaires au niveau de la recharge, donc ma compagnie offre des solutions de recharge pour les condos. Donc ça, c'est disons, mon expertise. Je suis un électricien de formation, donc j'aide aussi l'AVEC en tout ce qui a trait aux infrastructures de recharge, faire les représentations au niveau du circuit électrique d'Hydro-Québec, ministère de l'Environnement, des Transports, pour s'assurer qu'on a un écosystème de recharge public qui va se développer le plus rapidement possible, parce que je pense que Simon-Pierre l'exprimait bien, c'est jamais assez rapide, donc on s'assure de toujours faire des bonnes pressions pour que le tout se passe bien. Donc, je vous encourage à considérer ma candidature, ça me fera plaisir de vous représenter pour un autre 2 ans. Merci. Et maintenant, le troisième candidat à se faire élire, M. Daniel Breton. Bonjour tout le monde. Il y a des gens qui semblent se demander pourquoi je veux me présenter sur le CA de l'AVEC. La raison est fort simple, c'est que ça fait à peu près 30 ans que je suis impliqué à différents niveaux, que ce soit au niveau politique ou au niveau environnemental. J'ai fait plusieurs batailles au fil des ans. Je ne suis plus impliqué dans les groupes environnementaux. Je ne suis plus impliqué dans les partis politiques. Mais je suis quelqu'un de toujours très impliqué, vous savez. Je ne veux pas me joindre au CA de l'AVEC pour être le porte-parole ou le président. Il y a des gens qui font d'excellent travail. Je suis là parce que j'ai une expérience. J'ai une expérience, j'ai des compétences qui sont assez uniques. Ça fait 20 ans que je parle d'électrification des transports. Je pense que je peux contribuer de façon positive à l'avenir de l'AVEC, faire en sorte d'élargir les horizons. Petit constat comme ça, je pense qu'il va falloir aller chercher plus de membres anglophones, plus de membres de différentes communautés culturelles. Ça, c'est une chose, je pense, qui est importante de faire. Moi, je pense que je pourrais travailler à aider dans ce sens-là. Et puis, c'est tout. Je veux dire, hier soir, j'étais avec ma blonde, je suis allé voir Michelle Obama, qui est une femme extraordinaire au Centre Bell, et qui disait, dans le fond, elle a écrit un livre qui s'appelle « Becoming », en voulant dire que, dans le fond, toute notre vie, on n'arrive pas à un point où notre vie est stable et elle stagne. On est toujours en évolution, on est toujours en train d'avancer dans notre vie, si on le désire. Bien, moi, je vois mon arrivée à l'AVEC, si vous me lisez, comme une évolution dans ce que je peux contribuer à faire pour l'avenir du Québec. Je veux dire, on a un potentiel extraordinaire d'un point de vue économique et écologique. On doit être des leaders. Ça fait des années que j'en parle. J'ai souvent dit que l'AVEC contribuait de manière extraordinaire à faire en sorte que le Québec soit le leader canadien, la Californie du Nord. Si ce n'était pas de l'AVEC, on ne serait pas là, c'est certain. Donc, je veux faire partie de cette équipe-là. Je vous remercie. Et à la suite du résultat de l'élection, j'avais également un petit mot pour les 3 candidats qui s'étaient présentés, mais n'ont pas été élus. Puis ceux qui n'ont pas été élus, moi, là, la première année, je me suis présenté, je n'ai pas été élu.
puis je t'ai embarqué à bras-le-corps, puis j'ai donné du temps sur le site web. On apprécie que vous ayez donné votre candidature, puis c'est pas tombé dans l'oreille d'un organisme sourd. On veut travailler avec vous autres. Fait que restez aussi pas trop loin, parce que si vous avez le goût de vous impliquer puis de donner du temps autrement, on va regarder de quelle façon on peut vous impliquer. Je sais qu'il y a des gens qui ont des excellentes idées, puis qu'on peut vous intégrer dans plein de comités puis de trucs qu'on fait. Fait que partez pas trop loin. Alors voilà votre conseil d'administration pour la prochaine année. Donc, Simon-Pierre Rioux, qui est toujours là comme président, moi-même, Jean Garriépi, qui est toujours là aussi, ainsi que Audrey Despaux. Donc, avec les 3 nouvelles têtes qui s'ajoutent à notre conseil d'administration, nous sommes fort confiants d'être en mesure de très bien vous servir pour la prochaine année. Vous écoutez le véhicule électrique au féminin, une chronique mensuelle que je vous offre parce que le VE, c'est aussi pour nous les femmes. Je suis Mélanie Réaume, 18 ans d'expérience dans le domaine de l'automobile et vulgarisatrice. Ensemble, on découvre le véhicule électrique de l'achat à l'entretien où on parle de ses avantages. Parce que nous aussi, mesdames, on veut savoir ce qui se passe. Les chars, on aime ça et c'est maintenant qu'on s'en parle. C'est avec énormément de plaisir que je suis ici pour faire ma première chronique du véhicule électrique au féminin dans le cadre des podcasts de l'AVEC de Silence on roule. Donc, je me présente, mon nom est Mélanie Réaume, maman d'un petit garçon de 18 mois. J'ai travaillé 18 ans dans le domaine de l'automobile et de la machinerie agricole. Et je me passionne pour tout ce qui est mécanique, pour ce qui est pièces, pour les voitures, malgré le fait que je ne suis pas une fille de char et je ne suis pas mécanicienne. Ce que j'aime dans l'automobile, c'est la liberté que ça nous donne. J'ai envie aussi de vulgariser toutes les informations que j'ai apprises au cours des dernières années où j'ai travaillé dans le domaine de l'automobile. Naturellement, pour moi, le véhicule électrique est devenu un incontournable. Je m'y intéresse depuis environ 1 an pour l'économie que ça peut nous apporter, pour son côté vert, pour son côté silencieux, propre. Mais mon côté familial, mon côté maman, s'est demandé, est-ce que le véhicule électrique est vraiment pour moi? Qu'est-ce que ça peut m'apporter puis où ça peut m'amener? Donc, je suis ici avec vous. Dans cette chronique du véhicule électrique au féminin pour démystifier tout ce côté-là avec vous. Puis dans le cadre de notre vie de tous les jours, de notre vie de famille, de nos routines effrénées de maman, comment on peut utiliser le véhicule électrique pour en faire quelque chose d'amusant. J'avais envie pour cette première chronique de faire un retour dans l'histoire. Quand je m'intéresse à quelque chose, j'aime bien savoir d'où ça vient. Puis quelles ont été les raisons au départ qui ont fait qu'on a créé quelque chose, qu'on a inventé quelque chose. Donc, ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est que le premier véhicule électrique a fait une première apparition avec Robert Anderson, un Écossais, qui inventa une sorte de carriole aux alentours de 1830. Par la suite, Thomas Davenport fut le second initiateur en créant, lui, une petite locomotive vers 1835. Dans les années suivantes, il y a eu plusieurs améliorations successives au niveau des batteries, donc des batteries rechargeables, et qui ont permis de laisser entrevoir un avenir pour le véhicule électrique. La voiture à combustion telle qu'on la connaît aujourd'hui est arrivée aux alentours de 1861 parce que la technologie était plus complexe, donc elle est arrivée un peu plus tard que le véhicule électrique. En fait, la raison que le véhicule électrique a fait son apparition, c'était pour venir contrer le problème du moteur à vapeur là, qui était quand même populaire au niveau des bateaux, mais pas très adapté pour la route pour les véhicules terrestres. Donc, on pense que le premier inventeur officiel de la voiture électrique serait Thomas Parker aux alentours de 1884. C'est impossible, par contre, de le confirmer à 100%.
Dans les mêmes années, dans les années 1860-1880, la voiture électrique était en compétition avec les voitures à moteur à explosion et les moteurs à vapeur. Par contre, c'est quand même une voiture électrique qui a franchi le cap des 100 000 km à l'heure la première fois. Même dans les années 1900, on retrouve à New York une flotte de taxis qui est électrique. Donc, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de lire ça. Et même, c'est 38% du marché américain qui, à ce moment-là, était capté par les véhicules électriques. C'est quand même très, très bien. Même en fait que au début des années 1900, les femmes aimaient beaucoup les véhicules électriques car c'était vraiment plus facile à démarrer pour elles que d'avoir à craquer une manivelle qui était assez difficile là, avec les moteurs à combustion. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que dans mes recherches, je me suis retrouvée à visionner une vidéo. Je me souviens plus qui était interviewé ni où c'était, mais c'est un Français qui expliquait un peu pourquoi le véhicule électrique avait disparu. Le monsieur disait que il y avait une raison, que c'était pas assez masculin et que c'était une des raisons probablement pourquoi ça s'était éteint tout simplement. Puis j'ai trouvé ça vraiment très drôle parce qu'aujourd'hui, dans mon entourage, moi, il y a beaucoup plus d'hommes qui ont l'air de s'intéresser aux véhicules électriques plutôt que de femmes. Donc, on va essayer de renverser la vapeur dans les prochains mois. Mais pourquoi, en fait, à part cette raison un peu loufoque, pourquoi la voiture électrique a presque disparu? C'est sûr qu'au début des années, en 1908, il y a la Ford T qui est arrivée, qui a emmené aussi la production à la chaîne. Il y a le démarreur électrique aussi qui a été inventé pour la voiture à combustion. Donc, c'est toutes des innovations qui ont fait baisser le coût des voitures à combustion, qui les ont rendues plus confortables, plus légères, plus faciles à manier. Donc, à un moment donné, le véhicule à combustion a tout simplement pris le pas sur le véhicule électrique. Les véhicules sont moins chers à l'achat aussi, donc c'est sûr que ça a fait une grosse différence. De plus, l'électricité n'était pas encore partout à ce moment-là, donc on en avait dans les grandes villes, il n'y en avait pas dans les campagnes, les voitures électriques étaient moins autonomes, c'était plus difficile d'aller où on voulait. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le rationnement sur l'essence a semblé donner un second souffle à la voiture électrique. À ce moment-là, les ventes ont recommencé à augmenter légèrement. Par contre, assez rapidement, ça a retombé, puis on est retourné à la voiture à essence traditionnelle que l'on connaît. En 1973, quand il y a eu un choc pétrolier où les prix ont augmenté, que là, on s'est intéressé à nouveau à la voiture électrique, mais les prix de l'essence ont baissé à nouveau assez rapidement. Donc, les ventes des voitures électriques n'ont pas augmenté comme les gens auraient aimé à ce moment-là. En 1990, c'est le Zero Emission Vehicle en Californie qui dit qu'on doit réaliser au moins 2%, que les gros fabricants d'automobiles doivent réaliser au moins 2% de leurs ventes avec des véhicules zéro émission. Et ça devait être effectif en 1998. Par la suite, les objectifs ont augmenté pour passer de 2 à 5 % en 2001 et de 5 à 10 % en 2003, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça. Ce qui a relancé la vie du véhicule électrique et par la suite, on a vu plusieurs modèles apparaître dans presque tous les fabricants automobiles qu'on connaît. Donc, ça fait un peu le tour de cette première chronique. Donc, pour mes prochaines chroniques, je vais vraiment vous faire une comparaison en termes de véhicules électriques et de véhicules à essence par rapport à l'économie, à l'espace qu'on a dans un véhicule électrique, à la longévité de ceux-ci, à l'esthétique et comment vivre avec un VE au quotidien et avec des enfants en bas âge en sachant tout ce qu'on doit apporter avec nous pour la moindre petite sortie. Donc, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine chronique. C'était Mélanie Réaume pour le véhicule électrique au féminin. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité.
Le 11 mai, de 10h à 16h au Centre Air Québec de Val-d'Or, c'est le Super Salon Kinsman 2019 des essais routiers et de l'information. Le 11 mai 2019, de 10h à 16h, c'est le Bourgeois Fest chez Bourgeois Chevrolet de Rawdon, essais routiers, information. J'y donnerai même une conférence. Le 18 mai 2019, de 10h à 15h à Saint-Mathieu-du-Parc en Mauricie, c'est la Journée de l'environnement. Donc, c'est organisé par la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, Développement Saint-Élie-de-Caxton qui collabore pour le volet voitures électriques et hybrides rechargeables. Il y aura conférences, kiosques et essais routiers. Le Salon du véhicule électrique de Québec, c'est du 24 au 26 mai 2019 au Centre des foires de Québec. Et rouler vers Sorel-Tracy le 1er juin 2019 de 10h à 16h30 aux promenades de Sorel, essais routiers et kiosques d'information. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui les administrateurs de l'AVEC, Ghislain Poisson et Mélanie Réaume pour leur participation. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques apprécierait en être avisée. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez envoyer votre message à martin@aveq.ca et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez notre site web. Et je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.